La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on regarde à gauche, à droite, mais on ne voit rien venir. Libération, Italie, gauche contre gauche. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'en France que l'adaptation à la mondialisation libérale est rebaptisée réforme de gauche. Le Figaro, comment Sarkozy veut relancer l'UMP. Parce que les guerres d'ego à droite nous racontent les numéros d'équilibrisme idéologique de Nicolas Sarkozy. Et toujours pas de croissance à l'horizon. Les Échos, déflation, ce que risque vraiment la France. Un rapport sur la fin de vie, mais sûrement pas la fin du débat, Natacha. Oui, ça c'est ce débat, on le retrouve en une de la Croix qui pose les enjeux de la révision de la loi. Fin de vie, ce qui pourrait changer. Mais il faut surtout lire ce matin la double page d'Aujourd'hui en France. Le plaidoyer pour la vie du héros d'Intouchable. Philippe Pozzo di Borgo, tétraplégique depuis 20 ans, a souhaité prendre la parole dans un débat douloureux et complexe. Et ses mots, tout en nuances, inspirent le respect. Il explique la culpabilité de celui qui, frappé d'un handicap, craint de devenir un poids et que sa fragilité peut amener à vouloir en finir. Il raconte comment, si on lui avait demandé avant son accident, il se serait prononcé pour l'euthanasie. Lui qui a reçu de la part des équipes médicales et de ses proches, dit-il, la considération qui permet la renaissance si jubilatoire. Je crains qu'une légalisation de l'euthanasie ne donne lieu à des dérives où les plus faibles, les plus dépressifs et souffrants se voient expédiés alors que leur dignité voudrait qu'ils soient considérés. La société, poursuit-il, pourrait à peu de frais se dégager de la nécessité d'assister les plus fragiles, renforçant la tyrannie de la normalité et de la performance. Et puis on ouvre le magazine M et on découvre le débat qui agite la Belgique. Une fillette de 12 ans, gravement handicapée par un spina bifida, a déposé une plainte contre le gynécologue de sa mère qui n'a pas détecté à temps le handicap et n'a pas permis un avortement. Une plainte donc pour le préjudice d'être en vie. La justice belge, contrairement à la justice française il y a 12 ans, a répondu que le fait de vivre plutôt que de ne pas vivre ne pouvait être considéré comme un préjudice. Mais les plaintes se multiplient contre des médecins, mais un jour contre des parents qui choisiraient d'accepter un enfant tel qu'il est, handicapé. Y a-t-il des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues et qui en juge? Il faut aider à vivre, pas à mourir, demande Philippe Pozzo di Borgo, au nom de la dignité de toute vie. Le magazine du Monde qui fait sa couverture, sa une sur les victimes au pluriel. Mais oui, ça c'est à l'occasion du procès Xynthia, une longue enquête sur ces icônes contemporaines, une réflexion passionnante sur l'évolution de la justice à travers la sacralisation de la parole des victimes qui aboutit en fait à déposséder l'État de sa fonction régalienne, celle de sortir la justice justement de son statut de réparation privée d'une souffrance, d'expression d'une vengeance individuelle et collective, pour en faire au contraire l'émanation de la puissance publique. Besoin de trouver des coupables, incapacité à accepter parfois la fatalité, tentation d'évacuer la mort, voilà en fait le portrait de l'humanité contemporaine. On en parle du lundi au samedi, c'est le travail du dimanche. Oui, ça c'est le débat qui se poursuit autour de la loi Macron et de cette réflexion finalement toujours la même, sur le sens de toute vie humaine. C'est bien ce que nous dit Joseph Massescaron dans son éditorial de Marianne. Il cite Jacques Juillard qui, dès 2008, évoquait les centres-villes énucléés par la spéculation. Si l'idéal du cadre de vie moderne, écrivait-il, est de travailler à la Défense, de dormir à Sarcelles et de faire ses courses le dimanche après-midi à Belle-Épine, qu'on nous le dise tout de suite. Alors bien sûr, dans les Échos, Éric Le Boucher récuse l'idée portée, dit-il, par les socialistes que la vraie vie se situerait forcément hors du travail. Et il a raison. La dignité humaine par l'accomplissement d'une œuvre, la fierté du travail bien fait sont des valeurs humanistes. Mais quand on lit l'article de Marianne, un autre, sur le banc d'essai des épiceries, alors arabe du coin, supérette de chaîne, néo-primeur à l'ancienne, épicerie fine bobo ou épicerie bio indépendante, on comprend qu'on parle en fait de toute autre chose. L'avenir de l'arabe du coin, nous dit Marianne, la moitié des beaux sont déjà à vendre, remplacés par des supérettes de chaîne avec caissières interchangeables et précaires. Ça s'appelle la libération de la croissance. Alors l'épanouissement par le travail, vraiment, les angélistes ne sont pas que du côté des socialistes. Marianne, toujours, qui nous emmène à l'école. Oui, il faut lire aussi ce dossier-là qui fait la une de Marianne, l'école en échec scolaire, et qui dresse le bilan implacable de ce que le magazine considère comme le plus grand ratage de François Hollande bien avant l'économie. Programme, rythme, laïcité, tout est ausculté, et notamment ce fait majeur. Les élèves ne passent
pas plus de temps en classe aujourd'hui en 5 années d'école primaire qu'il n'en passait en 4 ans il y a une génération. Et tous les sourires de la ministre n'y changeront rien. Alors, attendez, je regarde. Est-ce que vous avez des talons hauts, vous, ce matin? Non, hein, vous êtes quasiment pas quand on se lève à 4 heures, non. Alors, les talons aiguilles. Mais c'est un véritable enjeu et Najat Vallaud-Belkacem s'y intéressera sans doute plus qu'à l'école puisque son sujet, c'est l'égalité homme-femme. Alors, on lui conseille cette superbe page du Monde sur le sujet crucial, donc le talon haut, ou comment des scientifiques ont démontré que si les hommes plébiscitent les talons hauts, ils adorent. Eh bien, pour les femmes, c'est en fait beaucoup plus ambigu. Les féministes ancienne génération le considèrent comme une oppression et surtout comme la marque d'une stratégie individualiste de réussite, contrairement aux luttes collectives des femmes. Alors que les plus jeunes générations, en fait, se le réapproprient. Que penser d'une société qui a inventé le talon aiguille? Moi, j'avais un professeur de philosophie qui posait ce sujet-là en dissertation. Eh bien, c'est un sujet inépuisable. Une fois qu'on aura rendu les copies sur le talon aiguille, on s'intéressera aux boucles d'oreilles? Oui, la boucle d'oreille aussi est-elle féministe? En tout cas, elle est désormais connectée, nous dit le Figaro, et elle transmet des informations, localisation, identité, quantité de lait produite. Oui, parce qu'on parle en fait de boucles d'oreilles pour des vaches, qui sont en fait des boucles d'oreilles qui permettent donc de gérer un cheptel et qui poursuivent la logique d'industrialisation de l'agriculture et qui vont peu à peu s'imposer, comme les puces électroniques, à tous les troupeaux. Mais pourquoi pas aux humains finalement, pour mesurer l'utilité, la performance et toutes ces vies qui valent ou non la peine d'être vécues. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.